France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Un club, mi-littérature, mi-théâtre, aujourd'hui avec Fabienne Pascaud, ancienne directrice de la rédaction de Télérama. La journaliste revient dans un livre sur la passion amoureuse. Celle qu'elle a vécue, mais aussi celle qui a élevé, flambé et consumé le cœur des plus grandes héroïnes, de la tragédie grecque à la littérature russe. Elle présente d'ailleurs L'Aimante, qui paraît chez Stock comme des confessions amoureuses et théâtrales. Observatrice attentive, admirative, avisée, mais aussi critique de la vie du spectacle vivant depuis plus de 40 ans. Premier festival d'Avignon en 1978. Fabienne Pascaud est aujourd'hui l'invitée de Bienvenue au club. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère et Sam Basquiat avec Dalia à la technique. L'Aimante. Bonjour Fabienne Pascaud. Bonjour Olivia. L'Aimante, c'est vous. Et lui, le seul homme que vous avez jamais admiré, c'est Louis Tondrel, un mélomane éclectique, ancien directeur de France Musique, pionnier du design sonore. Ça, c'est ce qu'il était, lui, pour nous. Mais lui, c'était qui pour vous ? Vous le décririez comment ? Oh, c'était un être solaire, un être brillant, drôle, généreux, humain, inventif, qui avait une foule d'idées à la seconde et qui ne se désespérait pas qu'on lui pille ses idées, parce qu'on lui a beaucoup pillé de la fête de la musique à la spatialisation sonore, de tous des travaux qu'il a pu faire en matière, des travaux qu'il a pu faire en matière de design. C'était un maître dans son domaine, mais et puis il portait aussi toute cette génération des années 70, ces post-68 arts qui ont été un peu au pouvoir culturel dans les années 80 et qui étaient débordants d'audace et d'inventivité, qui osaient et qui étaient engagés aussi dans leur métier politiquement, démocratiquement. On n'a plus des êtres comme ça aujourd'hui. Et c'était un passionné, vraiment un passionné de musique et de son, de tous les sons pour le coup, que ce soit ceux du quotidien, à la grande musique, mais aussi à cette musique plus marginale à l'époque dans les années 70 qui a fait son entrée grâce à lui dans le poste et notamment dans le poste de France Musique. Il était admirable d'un point de vue professionnel, mais comme homme, le portrait que vous en faites dans ce livre, L'Aimante, n'est pas toujours glorieux. Et je ne parle pas de ces dernières années, des dernières années de sa vie, de ces années Alzheimer. Parce que là, il a été glorieux dans sa maladie d'Alzheimer, toujours d'une pudeur, d'une grandeur, et il a été magnifique. Vous vous rendez compte que ce portrait n'est pas toujours à sa gloire, à la gloire de l'homme aimé ? Non, parce que c'était un homme qui était passionné par son métier, qui privilégiait tout pour son métier, pour son art, qui était passionné par l'écoute, par le son, comme vous le disiez. C'était un homme qui aimait 2 femmes. Et donc, j'ai dû aimer, c'est respecter l'autre. La passion, c'est aussi souffrir, pouvoir être capable de souffrir pour respecter l'autre dans ses dimensions les plus insupportables. Et Dieu sait qu'il en avait. Donc, j'ai accepté tout ça. J'ai accepté ses faiblesses. Est-ce que lui vous a respecté ? À sa façon, oui, parce que c'est une histoire tragique, une histoire douloureuse, une histoire difficile, où je n'ai pas toujours été très honnête. Je lui ai fait des enfants qu'il ne désirait pas forcément, mais à la fin, nous nous sommes retrouvés. Donc, si vous voulez, c'est une histoire monstrueuse, terrible, où il m'a fait beaucoup souffrir, où j'ai dû le faire souffrir aussi par mon obstination, et finalement qui se termine bien, très bien. Vous racontez en alternance dans ce livre L'Aimante, la rencontre et les débuts de la maladie, la conquête d'un homme qui n'est pas libre, qui au début ne vous calcule même pas, comme diraient les jeunes aujourd'hui, qui ensuite ne se donne jamais vraiment,
au début et sa dépendance à vous. Ensuite, l'attente, la souffrance, l'amour fou d'un côté et les dernières heures de sa vie, la mémoire qui flanche, la vulnérabilité aussi. Le premier fils que vous avez élevé seul, puis pendant près de 20 ans, vous l'avez aimé à distance, puis près de 20 ans encore, il ne fut rien qu'à vous. Il y a toute cette alternance qui se présente dans ce récit que vous avez enchâssé entre les premières 20 années et les 20 dernières que vous avez vraiment vécues soudées ensemble, totalement ensemble. Dans toute écriture de soi, Fabienne Pascaud, il y a une part d'impudeur, diriez-vous ? Ah oui, bien sûr, une part d'impudeur que j'ai ressentie, devant laquelle j'ai hésité, bien entendu, mais je me suis dit que s'il n'y avait pas ce dévoilement, cette mise à nu, si je ne me donnais pas tout entière, si je ne racontais pas qui j'étais, on pourrait encore plus lui reprocher cette attitude pas toujours glorieuse, comme vous le disiez, Olivia, qu'il a pu avoir. Donc, et puis je pense que la littérature, c'est ça aussi, c'est oser se déchirer, s'autopsier, se blesser, réouvrir ses cicatrices. Sinon, si c'est pour faire un témoignage comme on peut en faire au téléphone à sa meilleure amie, je pense que ça vaut pas la peine. D'ailleurs, vous parlez de confession amoureuse, et pour une confession, on se dit qu'on choisit toujours son moment et on choisit aussi l'oreille qui va la recevoir. Pourquoi ce texte, pourquoi ce livre aujourd'hui et pourquoi à lui, parce que ça lui est adressé, pourquoi à lui maintenant qu'il est parti ? Alors, ce texte qui révèle une face un peu cachée de ma personnalité de directrice de la rédaction de Télérama, déjà, je n'admettais qu'il ne soit publié qu'après que j'ai quitté mes fonctions, même si je travaille toujours à Télérama en tant que journaliste culturelle. Je voulais pas... c'était une question d'honnêteté, de pudeur, de dignité un peu. Je voulais pas embarrasser aussi la rédaction avec toutes ces confessions. Et puis, ça a été... pourquoi maintenant ? C'était jusqu'au bout. J'ai essayé de maintenir le lien avec lui. Et ce livre-là, donc il y a eu l'année de sa mort où il était encore très très proche. Là, j'ai écrit ce livre la 2e année. C'était un moyen de le tenir à mes côtés. Dans la confession, il y a peut-être aussi l'idée d'avouer une faute, d'avouer un péché, ou peut-être tout simplement de se mettre en vérité face à quelqu'un, face à Dieu quand on y croit, face à l'homme qu'on a aimé, qui est aussi un Dieu à sa manière, face à qui vous reconnaissez quand même entre les lignes une forme de culpabilité dans cette folie amoureuse, dans cette obstination. Oui, parce que j'ai été au-delà du masochisme. Au-delà du masochisme, et d'ailleurs, comme mon second fils, c'était aussi une manière de me mettre face à mes fils, de leur raconter qui était leur mère. J'avais très envie qu'ils sachent exactement ce que j'avais vécu, ce que nous avions vécu avec leur père, dont ils ne se doutaient pas. Et mon second fils m'a dit que c'était pas du tout une histoire d'amour fou, comme je pensais, c'était juste une histoire de dingue. Et donc, j'ai mesuré mon fils à Luc à 26 ans. J'ai mesuré aussi l'énorme distance qu'il pouvait y avoir face à ces générations en matière d'amour, en matière d'amoureuse, en matière de passion, en matière de tragédie. Moi, je trouve que c'est magnifique ce que j'ai vécu. Ça m'a porté, ça m'a nourri, ça m'a sublimé, ça m'a magnifié, ça m'a fait souffrir le martyre, mais ça m'a porté. Et je pense que si on n'accepte pas cette dimension extrême, on perd des choses. Or, il me semble que nos nouvelles générations sont plus dans le confort d'âme, même si, hélas, le Covid, tout ça, nous disent qu'elles sont très mal en ce moment et qu'il y a beaucoup de problèmes de dépression, mais il y a ce refus du dépassement, de la folie, et je trouve que c'est très important, moi, d'avoir ce dépassement et cette folie. Et il y a de la transgression, beaucoup. Aimer un homme marié, élever un enfant seul et conçu hors mariage, le regard réprobateur des autres, celui de vos parents, le poids de votre éducation religieuse. Vous avez été réellement dans la transgression dans cette histoire. Et consciemment, au jour le jour, vous aviez le sentiment d'être en train de transgresser aussi ces valeurs qui étaient là, à cette époque-là, à ce moment-là. Je n'étais même pas dans la transgression parce que pour moi, la question ne se posait pas.
Je suis fille de militaire et dans l'armée, la hiérarchie a un poids terrible. C'est-à-dire que j'ai vu mon père, qui était pourtant général, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous. Et je me suis juré que moi, non, jamais. Jamais, j'ai trop souffert de ça. Et quand j'étais petite, par exemple, il fallait que je donne tous mes jouets à la fille du supérieur de mon père, par exemple, c'était normal. Mais cette idée de hiérarchie, je n'ai pas pu supporter. Je suis fondamentalement libre et prise de liberté, mais jusqu'à la folie. Donc je n'avais pas l'impression de transgresser. Je faisais juste ce que je voulais, mais j'en assumais les conséquences. C'est-à-dire une terrible solitude, une grande solitude. Par respect pour Louis, je n'ai pas voulu dire qu'il était le père de mon enfant, donc j'ai maintenu le silence pendant des années, même à tous ceux qui me voyaient enceinte, même à Télérama, je ne disais pas qui était le père. Je ne l'ai même pas dit à mes parents au début. Mais ça a été, oui, on ne se rend pas compte. J'étais ce qu'on appelle encore une fille mère dans les années 80. C'était pas facile. C'était pas facile. Les femmes vous regardaient d'un sale œil, aussi bien les femmes que les hommes, parce qu'elles se disaient, elle est peut-être capable de prendre mon mari. Donc, vous étiez rejetés vraiment. Vraiment, on se mesure absolument pas ça. Moi, mon père voulait m'obliger à porter une alliance quand j'étais avec lui. Il a fait la grève de la faim quand il a appris, de désespoir, quand il a appris que j'étais enceinte. Votre père. Ouais. Donc, il a fallu que ça soit son confesseur dominicain qui lui dise « Mais on ne repousse pas un enfant de Dieu. C'est vous qui êtes dans le péché, c'est pas votre fille. » Donc, si vous voulez, c'est vrai que le poids de la société, ça a beaucoup avancé. Mais je n'en souffrais pas puisque c'était ce que je souhaitais. Donc, jamais je n'ai fait profil bas. Non, pas profil bas, mais il y a quand même des moments où vous êtes révolté aussi par rapport à toutes ces conventions. Il y a ce moment qui laisse tout le monde un peu bouche bée ou pantois, je pense aussi à la lecture de ce livre où vous êtes effectivement enceinte, vous allez accoucher de votre premier enfant. Lui est à ce moment-là marié, est bel et bien marié. Il ne se marie que quand je suis enceinte. Ce qui est peut-être déjà le début du pire, c'est qu'effectivement, il vous sait enceinte, il part en voyage de noces, il se marie. Là, il part en voyage de noces quand j'accouche. Voilà. Et la deuxième étape, c'est qu'ils vont vous proposer ensemble l'adoption de cet enfant que vous portez, cet enfant qui est de lui, mais qui est de vous aussi. Oui, ça, c'est terrible. C'est terrible. Et en plus... ce qui était terrifiant, c'était qu'avec son épouse, alors, ils avaient l'impression de faire une bonne action, d'être généreux, en adoptant l'enfant de la femme adultère, l'enfant... et ça, je l'ai vécu, mais comme un vrai viol. J'ai refusé, bien sûr, et là, pour une fois, c'est moi qui ai rompu. C'est moi, pour une fois, qui me suis murée dans le silence, parce que je ne voulais absolument pas que cet enfant que j'adorais, j'avais l'impression que c'était la seule chose qui me restait et que j'avais vraiment voulu, que j'avais porté envers et contre tous, qu'on ose penser me le prendre. C'était mais insensé pour moi. L'aimante, dans ce titre, ou avec ce titre, qui éclaire à la fois l'état du sujet, le vôtre, et puis l'aimantation du sentiment amoureux, l'idée du champ magnétique, l'idée aussi que des pôles de même nature ont tendance à se repousser, alors que ceux de nature opposée s'attirent. Il y a tout cela dans ce titre. Et puis il y a aussi ce jeu de mots assez facile à faire, et qu'on a tous fait à la lecture de ce titre et à la lecture du livre, l'idée de l'aimante religieuse. L'amante religieuse qui dévore ses partenaires. Est-ce que vous diriez que tout ça, c'était au fond une histoire de chimère ou aussi une histoire de dévoration réciproque? Est-ce que c'est ce qui est au cœur de la passion amoureuse? Oui, je pense. Mais là, c'est moi qui ai été dévorée plus que je n'ai dévoré, je crois. Mais j'ai voulu être dévorée. J'ai voulu être dévorée, encore une fois, par l'homme que j'aimais passionnément, que j'admirais passionnément et que je pensais éminemment... j'allais dire supérieur à moi, non, mais pouvant m'élever. Et il m'a élevé. Il m'a fait me surpasser et il m'a appris plein de choses. En matière d'humanité, il m'a appris plein de choses. C'était un être très généreux aussi. Donc,
Évidemment, il y a toujours de la dévoration dans les histoires d'amour et sûrement, j'imagine que que ma passion, la responsabilité qu'il a eue face à ses fils, qui n'a pas dû être simple aussi pour lui, ces fils que je lui ai imposés. Je l'ai aussi, d'une certaine manière, dévoré à ma façon. Il était plein de culpabilité aussi. C'était un enfant d'une nombreuse famille chrétienne, très chrétienne. Donc la culpabilité, on sait tous ce que c'est dans nos milieux. Vous lui avez imposé, en même temps, il avait un rêve d'enfant qui était resté Exactement. inassouvi et que vous avez réalisé ou rempli aussi, même si c'était sans son aval au départ. Alors, on parlait de dévoration, il y en a une qui en parle très bien. C'est la metteuse en scène Brigitte Jacques-Wagemann qui a notamment monté sur scène, créé un Phèdre et qui revient à cette occasion-là sur la passion amoureuse. C'est vrai qu'aussi, d'une certaine manière, c'est un amour de prédation, on dira ça. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Je ne sais pas. Je dirais plutôt une sorte de passion qui dévorante et qui veut dévorer l'autre, qui veut l'avoir absolument, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. Là. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était la folie, la dimension illimitée, tout d'un coup, qui apparaît du désir. C'est très douloureux et très physique. C'est-à-dire, c'est ça que je voulais montrer. C'est moins psychologique que tout d'un coup l'effet est réellement physique, au point qu'on la voit, qui trouve une humanité et en même temps une animalité incroyable. Quoi. Voilà, c'est une définition, une belle définition de la passion amoureuse dans toutes ses dimensions. Est-ce qu'il y a des soirs au théâtre, Fabienne Pascaud, où vous avez vu votre histoire se jouer sur scène, votre petit théâtre amoureux, votre grande passion flamboyante? Est-ce que vous avez eu le sentiment de la revivre à travers cet art qui vous tient depuis tant d'années qu'est le théâtre? Ah, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire, j'ai été une petite fille qui a lu très très jeune des textes de théâtre, parce que j'avais la passion du théâtre, parce que mes parents m'ont emmenée très tôt au théâtre, qu'à l'âge de 7-8 ans, j'allais toute seule à la Comédie Française, au Poulailler, tous les jeudis et tous les dimanches en matinée, voir les classiques. Donc j'ai été, pas forcément les classiques d'ailleurs, ce qui se jouait, c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt certaines héroïnes de théâtre que je lisais, parce qu'en plus je voulais être comédienne, donc je lisais plein de théâtre, je lisais plus de théâtre que de romans presque. C'est donc à lire Racine, Corneille et surtout Claudel que j'ai pris finalement le virus de ce qu'était la passion, de ce qu'était l'amour de l'autre, c'est ça. Alors bien sûr, je retrouve ça au théâtre, mais en amont, c'est aussi ça qui m'a, j'allais dire, perverti. Oui, cette intensité-là, vivre la passion, c'est vrai que c'est une chose, en être spectatrice, c'en est une autre. Est-ce que vous avez, face à ces héroïnes, ces grandes héroïnes de tragédie grecque ou de la littérature russe, est-ce que vous avez de l'empathie envers elles? Comment vous les regardez, ces héroïnes? Ah, j'ai une absolue empathie, bien sûr. Mais j'ai de l'empathie pour tous les personnages de théâtre. C'est même ça, la gloire du théâtre, c'est qu'on parvient à nous faire aimer les pires monstres, à nous faire pardonner aux pires monstres. Et donc, évidemment, cette empathie avec ces femmes, ça va d'Hermione dans Andromaque à Prouès dans Le soulier de satin, en passant par moult héroïnes claudéliennes ou toutes les femmes passionnées du répertoire, ou d'Ibsen, toutes les femmes torturées, tourmentées, qui se consument dans la passion amoureuse. Bien sûr, j'ai énormément d'empathie et les voir vivre en scène, ça, pour le spectateur, en tout cas pour moi, ça a quelque chose de réconfortant, d'apaisant. On a des amis en scène. C'est ça aussi le théâtre. C'est une formidable solidarité qui se noue entre la salle et la scène. On a des amis qui souffrent comme nous, et peut-être même pour nous, à notre place.
En ce moment, Jacques Wajman est en train de mettre en scène, à créer une nouvelle pièce qui est La Mouette de Tchekhov. Et là encore, il y a des très belles phrases, il y a des très belles idées aussi portées par Tchekhov sur l'amour. Et c'est pas toujours l'amour heureux. L'amour sans aucun espoir, ça n'existe pas. Jamais que dans les romans. Ce qu'il faut, c'est ne pas faire de l'attente de l'amour le but de votre vie. Attendre éternellement qu'il arrive. Il y a ça, mais il y a aussi cette idée que on peut arracher l'amour, ou qu'on souhaiterait parfois arracher l'amour de son cœur, avec les racines aussi. Et cette décision, on imagine, Fabienne Pascaud, que vous l'avez prise 100 fois, non ? De le sortir de votre cœur. Ça n'a jamais marché ? Ça n'a jamais marché. J'ai essayé, et puis, vous savez, j'ai tellement vibré aussi. Même en souffrant, la vie prenait une telle dimension, l'amour prenait une telle dimension que votre être, même s'il est détruit ou abîmé, il est aussi multiplié par 10 dans ses sensations. Donc, bien sûr, j'aurais voulu, mais en même temps, cet état dans lequel j'étais, cette passion absolue, ce don absolu, j'aurais tout fait pour lui. J'imaginais tout. C'est aussi une forme de décuplement de sa personnalité qui est beau à vivre et que je ne regrette pas. Et je regrette que tout le monde ne l'éprouve pas, parce que c'est formidable. J'ai un ami que j'aime beaucoup qui m'a dit ton livre, j'ai à la fois regretté de ne pas avoir connu ça, et en même temps j'en ai été très heureux. Eh ben moi non. J'aurais été très triste de ne pas vivre cette passion-là. Et Ariane Mnouchkine, elle vous a envoyé aussi des très jolis mots sur ce livre. Vous lui avez consacré un livre d'entretien, L'art du présent, avec cette idée que le théâtre, au fond, c'est la réalité, c'est nos réalités, mais vécues en permanence au présent. Elle est la fondatrice du Théâtre du Soleil et elle continue, à 83 ans, son bonhomme de chemin théâtral à elle. Elle reprend en ce moment L'Île d'Or jusqu'au 5 mars, qu'elle a conçu avec l'écrivaine Hélène Sixou et le musicien Jean-Jacques Lemaître, et qu'elle mène tambour battant, comme toujours, avec 35 comédiens sur scène. C'est une pièce manifeste, c'est aussi une ode à l'artiste, ce qu'on retrouve, toutes ces interrogations dans La Mouette de Tchekhov, sur la création artistique, sur la condition de l'artiste. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui encore pour vous, Fabienne Pascaud, du bon théâtre, ce théâtre qui vous fait vibrer, justement ? Bien déjà, vous évoquiez Ariane Mnouchkine. Ariane Mnouchkine, qui est pour moi une espèce de mère tutélaire, enfin quelqu'un dont j'admire profondément la démarche, le dévouement, la passion. Ce sont des gens et ils sont rares, qui ont encore une très haute idée du théâtre, une certaine conception de la mission du théâtre, qui était à la fois dans le divertissement. Ariane Mnouchkine fait toujours des spectacles très beaux, avec la musique de Lemaître, enfin, très colorés, très beaux. Visuellement, elle y apporte un soin extrême, mais ce sont des spectacles aussi qui disent des choses sur notre humanité, qui disent des choses sur l'art, qui ont des engagements citoyens, démocratiques, même si ces mots font un peu cucul la praline, mais c'est terrible que ces mots fassent cucul la praline. Et donc, pour elle, le théâtre a une vraie mission, aussi artistique évidemment, mais d'élever l'âme. Et ce sont des exigences qu'avaient les grands. Je suis pas sûre qu'on les ait. Là, j'ai vu récemment un spectacle de Bernard Sobel à l'Épée de Bois, qui a lui 88 ans ou 89, et qui a monté La Mort d'Empédocle. Et là aussi, il veut nous dire des choses sur la cité, sur l'art, sur la philosophie, sur la manière, sur le rôle du théâtre. Ce sont des gens qui portaient haut la flamme du théâtre. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui on veuille autant faire dire de choses magnifiques au théâtre, que son rôle soit aussi fort. Je trouve qu'on manque de maîtres. Voilà. Je l'ai dit, c'est un peu dur. Au masculin. Mais je trouve qu'on manque de maître, une maîtresse. Oui, c'est important, parce qu'Ariane Mnouchkine, elle a aussi inspiré justement toute une génération de metteuses en scène et de metteurs en scène d'ailleurs. On peut penser à la nouvelle directrice du TNS de Strasbourg, Caroline Guyéla-Nguyen notamment, qui la cite souvent. D'autres metteuses en scène se sont fait un nom depuis: Pauline Bureau, Julie Deliquet, Maëlle Poésie, Jeanne Candel, Julie Berès. Vous n'avez pas le sentiment que la relève est assurée, et surtout une relève très
féminines qui portent de nouveaux récits qui manquaient un peu jusqu'ici. Ce sont des jeunes femmes très brillantes et que j'apprécie beaucoup, mais elles font un théâtre, elles ne font plus forcément complètement confiance au théâtre. Elles adaptent des romans, elles font elles-mêmes leurs récits avec l'écriture du plateau, elles utilisent beaucoup la vidéo, la musique. Encore une fois, je ne veux pas me porter comme la défenseuse du texte pur et dur. C'est pas du tout la question, parce que j'aime beaucoup leur théâtre, j'aime beaucoup les spectacles qu'elles font. Mais on y perd un peu dans ce côté hybride, mixte, de la singularité du théâtre et de l'art de l'acteur aussi. Contrairement au cinéma, le MeToo-théâtre peine un tout petit peu à prendre. Je voulais vous poser une dernière question à ce sujet, Fabienne Pascaud. La violence qui s'exerce sur certaines comédiennes, elle peut être multiple, elle peut être très réelle aussi, elle peut être plus ou moins grave, évidemment. Les acteurs sont vulnérables, on le sait, ils sont tous très, très exposés par leur corps. Comment réfléchir à cette question-là, justement, à cette question du corps sur scène, du corps des acteurs, du corps qu'ils offrent aussi en travail aux metteurs en scène pour le jeu, puisque c'est leur outil principal. C'est très compliqué comme question, parce qu'un acteur est forcément dans la séduction. Il veut plaire, il veut être aimé du metteur en scène, il veut que le metteur en scène le regarde. Et le public. Et le public, bien sûr, mais dans le temps du travail, qui est celui qui est le plus risqué, pour des prises de pouvoir du metteur en scène, ou même du partenaire, ça existe aussi. C'est un temps dur, mais c'est un temps difficile, mais à mon avis, ça ne peut se faire qu'en y réfléchissant ensemble, la troupe ensemble, avec le metteur en scène, en montrant tout de suite les limites, en parlant. Si un geste ne plaît pas, je pense que quand on a une réaction immédiate et quand on s'explique, ce qui est dur, c'est le silence. Alors, pour les jeunes comédiens qui sont timides, qui n'osent pas, qui veulent être embauchés dans la prochaine pièce, c'est sûrement plus difficile que pour une Isabelle Huppert ou quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il faut maintenir le dialogue, mais ce sont des problèmes qui n'en finiront pas d'exister, à cause de cette séduction, à cause de cette volonté de plaire et d'être aimé. Et qui mérite d'être posé sur la table aujourd'hui. Fabienne Pascaud, L'aimante, votre livre apparu chez Stock. Merci beaucoup à vous. Merci.